Chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous entamons le 3e chapitre de la courte biographie du Rabbi de Lubavitch. Nous parlerons aujourd'hui de son arrivée aux États-Unis ainsi qu'une première partie de son leadership. En mai 1941, le Rabbi et son épouse embarquent à Marseille pour Barcelone. Peu après, ils embarqueront à Lisbonne pour accoster à New York le 23 juin 1941. Son beau-père, Rabbi Yosef Yitzhak, le rabbi de l'époque, s'y trouve depuis mars 1940, après avoir échappé d'une façon tout à fait miraculeuse à l'anéantissement des Juifs de Varsovie, où il résidait alors. Le rabbi Menachem Mendel Schneerson, qui arrive à New York, est méconnu de la colonie Lubavitch américaine, tout autant qu'en Russie d'ailleurs. Il est enjoué, plein d'humour et de distinction, mais très réservé. Dans un premier temps, il se consacre exclusivement à la maison d'édition fondée par son beau-père et qui s'est donné pour tâche de publier l'immense patrimoine accumulé depuis des siècles. Mais la santé de son beau-père décline et il est appelé à le remplacer pour célébrer les Farbringen, ces réunions chassidiques, Idvaaduyot, lors desquelles les interventions du rabbi sont suivies de chants de nigonim. C'est ici que l'on va découvrir la trempe de ce charmant intellectuel que son beau-père appelle « mon ministre de la culture ». Dans ses interventions, il révèle des messages tout à fait révolutionnaires. Le pilpoul talmudique est soudain coloré de Kabbale. Le sens littéral prend une toute autre saveur. Cet homme qui n'a pas 50 ans fait boire, danser, fait exulter et même réfléchir des savants qui ont parfois 2 fois son âge et qui n'ont rien connu de semblable dans leur expérience passée. Au printemps 1947, il fait son ultime voyage à l'étranger en allant à Paris accueillir sa mère qui a réussi à quitter l'Union soviétique, la rabbinite Rana. À partir de là, il ne quittera plus jamais son fief de Crown Heights à Brooklyn. Le Dishvat 5711, le 17 janvier 1951, Rabbi Menachem Mendel Schneerson s'assoit enfin sur le siège laissé vacant par le départ de son beau-père 1 an auparavant et devient le 7e rabbi de Lubavitch. Il abat très vite ses cartes et il abat très vite sa profession de foi qui se résume en 2 mots, Ufaratzta et Avat Israël sans limite, la diffusion de la Torah et de ses valeurs vers tous les horizons juifs qu'elles n'ont pas encore atteintes. Peu importe le niveau de judaïsme extérieur, c'est la Neshama qui compte, parcelle divine véritable. Le rabbi raconta une fois que cet immense projet mûrit en lui depuis sa tendre enfance, dont il en faisait même des rêves. Ce sont les campagnes de mitzvot, les fameux mivtsaïm, la création de mouvements de jeunesse tels que le Tzivot Hashem ou les Gan Israël, mais par-dessus tout, c'est la nomination et la mise en place de ces délégués partout sur le globe, même là où la marque Coca-Cola est interdite, qui marquera sa consécration. C'est cette entreprise qui créera le véritable attachement de ces chassidim à son enseignement. Car d'un ghetto de Brooklyn où s'était replié un petit nombre de juifs méfiants par un passé traumatisant, eh bien, il inventera une citadelle où afflueront chaque année des dizaines de milliers de juifs venus de tous les horizons intellectuels et géographiques. Les Farbringen qu'il célèbre, lesquels peuvent parfois durer 8 heures et plus, et durant lesquels il discourt sans notes. Ces Farbringen enchantent jusqu'à ceux qui ne comprennent pas un mot à son yiddish talmudique et didactique. Il existe plus d'une centaine de volumes de ces enseignements magistraux, les Likutei Sichot, les Mahamarim. Son sourire ne laisse personne intact, et personne ne sait résister à un mouvement de son bras lorsqu'il demande d'augmenter la vigueur du chant, ou lorsqu'il porte 2 doigts vers sa bouche pour demander de siffler. Il discourt, il chante, mais il écrit aussi. Il écrit à tout le monde, aux rabbins, aux hommes d'État, à des artistes, des écrivains, des politiques. Elie Wiesel, par exemple, compte parmi ceux dont il a marqué l'esprit. Il écrit à des enfants même, et à tous ceux qui demandent son conseil, dans le domaine de la Torah, du travail ou des études. Quelques 30 volumes de sa correspondance ont été publiés à ce jour, les Igrot Kodesh. Il reçoit beaucoup, pendant plus de 30 ans, 2 nuits par semaine, des audiences privées lors desquelles il écoute, il conseille ceux qui auront sollicité une entrevue.
Tous ceux qui auront vécu l'un de ces instants en resteront définitivement marqués. Il passe régulièrement des heures à jeun, et parfois même sous un soleil de plomb, à lire sur la sépulture de son beau-père, le Ohel, les demandes de bénédiction qui affluent tous les jours du monde entier à son secrétariat. Eh bien, pour aujourd'hui, ça sera tout. Nous parlerons de la suite de son leadership dans le prochain rendez-vous. À bientôt.